Assalamu alaikum. Alors, nous continuons les applications liées aux échangeurs. Pour l'application numéro 9, on va s'intéresser au dimensionnement d'un échangeur bitube. Alors, on nous dit ici, on souhaite refroidir 0,15 kg par seconde d'une huile de 100 degrés Celsius à 60 degrés Celsius. Pour cela, on utilise 0,25 kg par seconde d'une eau à 30 degrés Celsius. On envisage d'utiliser un échangeur composé de deux tubes concentriques, appelé aussi échangeur bitube. Le diamètre du tube interne est de 25 mm et le diamètre du tube externe est de 45 mm. On pourra négliger l'épaisseur du tube interne ainsi que la résistance d'encrassement. Alors, l'huile s'écoule dans l'espace annulaire en sens inverse avec l'eau. Cela signifie que nous avons un échangeur à contre-courant. Question numéro 1. Déterminer le flux échangé et la température de sortie du fluide froid. La question numéro 2. Calculer le coefficient global d'échange. Question numéro 3. Quelle est la longueur du tube nécessaire pour refroidir l'huile? Question numéro 4. Quelle serait cette longueur pour un échangeur à cocourant? Alors ici, vous avez les données thermophysiques des deux fluides. Et là, nous avons les différentes corrélations. Donc la corrélation ici que nous avons, c'est la corrélation de Colbrand, donc avec le nombre de Reynolds supérieur à 10 puissance 4. Nous avons un régime turbulent. Alors si on calcule le nombre de Reynolds et qu'on trouve que RE est supérieur par rapport à 10 puissance 4, on aura à utiliser cette corrélation pour déterminer le nombre de nacelles. Alors, dans l'espace annulaire, si le nombre de Reynolds calculé est inférieur par rapport à 2200, c'est-à-dire que nous avons un régime laminaire, alors le nombre de nacelles sera déterminé à partir de ce tableau. Alors, passons maintenant à la résolution. Pour la question numéro 1, nous demande de déterminer le flux échangé et la température de sortie du fluide froid. Alors, qu'est-ce qu'on connaît par rapport au fluide froid? Pour le fluide froid, on a le débit, donc le débit massique est de 0,25 kg par seconde. Nous avons aussi sa température d'entrée qui est de 30 degrés Celsius. Par contre, le fluide chaud, nous avons le débit massique ainsi que la température d'entrée et la température de sortie. Alors, connaissant les différents débits massiques, on peut maintenant calculer les débits thermiques unitaires. Donc, on sait que le débit thermique unitaire est donné par cette relation, est égal au débit massique multiplié par la capacité thermique à pression constante. Donc, nous avons ici, pour ce qui est du fluide chaud, donc QTC est égal à QMC multiplié par CPC. Alors, vous avez le débit massique du fluide chaud, ainsi que sa capacité massique à pression constante. On y est. Après calcul, vous aurez la valeur suivante. Pour ce qui est du fluide froid, c'est pareil. Donc, vous avez QTF égal à QMF. Pour ce qui est du fluide froid, c'est la même chose. Vous avez QTF est égal à QMF fois CPF. Alors, QMF, vous avez sa valeur ici. CPF, vous avez sa valeur ici. D'accord? Après calcul, vous trouverez donc la valeur suivante. Connaissant les différents débits thermiques unitaires de chaque fluide, on peut maintenant calculer le flux échangé. Alors, on peut calculer le flux échangé côté chaud puisqu'on connaît la température d'entrée et aussi la température de sortie. Et là, on trouve que le flux est égal à QTC, facteur de la température d'entrée du fluide chaud, moins la température de sortie du fluide chaud. Et après calcul fait, vous trouverez une valeur de 12 786 watts, qui est le flux échangé. Alors, pour déterminer la température de sortie du fluide froid, on va utiliser le bilan thermique, sachant que le flux perdu par le fluide chaud, ce même flux sera récupéré par le fluide froid. Et de là, on peut tirer la température de sortie du fluide froid. Et là, après calcul fait, vous trouverez une valeur de 42,24 degrés Celsius. Alors, la question numéro 2 nous demande de calculer le coefficient global d'échange. Alors, comme on ne nous a pas précisé de calculer ce coefficient par rapport au fluide froid ou bien fluide chaud, alors pour déterminer le coefficient global d'échange, si aucune précision n'a été faite, il faut considérer que la paroi d'échange est une paroi plane.
Alors, pour une paroi plane, si on néglige l'épaisseur de la paroi, cela signifie qu'on néglige la résistance thermique par conduction de la paroi. Et de là, si on néglige l'épaisseur du tube interne, alors, et en considérant que la paroi d'échange est une paroi plane, alors le coefficient global d'échange est donné par cette relation. C'est égal à 1 sur HC plus 1 sur HF, avec HC représente le coefficient convectif côté chaud et HF représente le coefficient convectif côté froid. Alors là, lorsqu'on regarde l'énoncé, on nous dit que l'huile s'écoule dans l'espace annulaire. Alors cela signifie que l'eau circule à l'intérieur du tube principal. On y est. Et de là, on peut maintenant tout d'abord calculer le coefficient convectif côté froid, parce que l'eau circule à l'intérieur du tube. Et de là, dans un premier temps, on connaît le débit massique du fluide froid. Alors, le débit massique du fluide froid, nous avons 0,25 kg par seconde. On peut commencer par déterminer la vitesse débitante du fluide froid. Alors, on sait que le débit massique du fluide froid est égal à ρ multiplié par la section des passages multiplié par la vitesse débitante. Or, la section des passages, comme il s'agit d'un tube, est égale à pi sur 4 multiplié par le diamètre interne du tube élevé à la puissance 2. D'accord? Et de là, on peut tirer la vitesse débitante côté froid. Et après calcul fait, vous trouverez une valeur de 0,51 mètres par seconde. Alors, deuxième chose à faire maintenant, connaissant la vitesse, on peut calculer le nombre de Reynolds. Alors, on sait que le nombre de Reynolds est égal à la masse volumique multiplié par la vitesse débitante multiplié par le diamètre interne divisé par la viscosité dynamique. La viscosité dynamique côté froid, vous avez sa valeur ici. Alors, après calcul fait, vous trouverez une valeur de 1,95 fois 10 puissance 4. Ensuite, on peut calculer le nombre de prandtl. On sait que le nombre de prandtl est égal à la viscosité dynamique multiplié par la capacité thermique à pression constante divisé par la conductivité thermique du fluide froid. Alors, lambda, vous avez sa valeur ici, et Cp, vous avez sa valeur ici. On est d'accord? Et après calcul fait, vous trouverez une valeur de 4,33. Alors, on remarque ici que le nombre de Reynolds, donc ici RE, est égal à 1,95 fois 10 puissance 4, supérieur par rapport à 10 puissance 4. Donc, on peut utiliser la corrélation fournie dans l'énoncé. Donc, le nombre de Nusselt est égal à 0,023 multiplié par le nombre de prandtl à la puissance entière multiplié par le nombre de Reynolds à la puissance 0,8. Et de là, on connaît PR, on connaît RE et on peut effectuer l'application numérique. Et de là, on obtient une valeur de 101,37. Et à partir du nombre de Nusselt, on peut maintenant déduire le coefficient H. On sait que le nombre de Nusselt est égal au coefficient de convection multiplié par le diamètre interne du tube divisé par la conductivité thermique du fluide. Alors pour nous, il s'agit du fluide froid. Et de là, on peut tirer HF. Et après calcul fait, on trouve une valeur de 2546,4 watts par mètre carré Kelvin. Voilà la valeur de HF, qui est le coefficient de convection côté froid. Alors maintenant, on va déterminer la valeur de HC. Alors, pour déterminer la valeur de HC, il faudra savoir que HC représente le coefficient de convection côté fluide chaud. D'accord? Alors, on sait que le fluide chaud, qui est l'huile, circule dans l'espace annulaire. Alors, si on modélise le tube ainsi, vous avez le tube interne de diamètre DI, ensuite le tube externe de diamètre DE. L'espace annulaire, c'est ça, hein? C'est ça ce qu'on appelle l'espace annulaire. Alors, à l'intérieur ici, nous avons la circulation de l'eau. Et dans cet espace qui est là, qui est l'espace annulaire, c'est là où circule le fluide chaud, qui est l'huile. Donc là, nous avons l'espace annulaire. Et à l'intérieur ici, nous avons le fluide froid. Et dans cet espace-là, vous avez la circulation du fluide chaud, qui est l'huile. Alors, comme le fluide chaud circule dans l'espace annulaire, on doit tout d'abord déterminer la section des passages. Alors, la section des passages pour le fluide chaud sera égale à la grande section moins la petite section. D'accord? Donc, on aura
pi fois d extérieur au carré divisé par 4 moins pi fois d intérieur au carré divisé par 4. Donc la section des passages pour le fluide chaud sera égale à pi sur 4 facteur de dE au carré moins dI au carré. Alors, connaissant la section des passages, on peut maintenant donc évaluer la vitesse débitante côté chaud. Alors, on sait que le débit massique côté chaud est égal à ρ multiplié par la section des passages multiplié par la vitesse débitante côté chaud. Or, la section des passages est égale à pi divisé par 4, facteur de dE au carré moins dI au carré. Et de là, on peut tirer la vitesse débitante. D'accord? Et après calcul fait, vous trouverez une valeur de 0,16 mètres par seconde. Alors, connaissant la vitesse débitante côté chaud, on peut maintenant évaluer le nombre de Reynolds. On sait que le nombre de Reynolds côté chaud, puisque le fluide chaud circule dans l'espace annulaire, alors à chaque fois que vous avez une circulation à l'extérieur d'un tube, alors le nombre de Reynolds sera déterminé à partir de cette formule. Donc, le nombre de Reynolds lorsque vous avez un écoulement à l'extérieur d'un tube est égal à la masse volumique multipliée par la vitesse débitante multipliée par le diamètre hydraulique. D'accord? Ce n'est plus le diamètre interne, mais c'est le diamètre hydraulique. Dans le cas d'un échangeur bitube, le diamètre hydraulique est égal au diamètre externe moins le diamètre interne. C'est-à-dire, c'est grand D qui est là, moins petit d. D'accord? Si on néglige l'épaisseur du tube interne. Et à partir de là, on peut faire l'application numérique pour évaluer le diamètre hydraulique. Et on trouve une valeur de 20 mm. Alors, on connaît la vitesse débitante, on connaît la viscosité dynamique du fluide, vous avez sa valeur ici. On connaît aussi ρ, on y est. Alors là, on peut faire l'application numérique et de là, on trouve une valeur de 85,2. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le nombre de Reynolds calculé ici est inférieur par rapport à 2200. Alors, nous avons un régime laminaire dans l'espace annulaire. Alors, pour déterminer le nombre de Nusselt maintenant, on doit utiliser le tableau fourni dans l'énoncé. D'accord? Alors, on se retrouve ici. Alors, vous avez ici le rapport entre le rayon extérieur et le rayon intérieur. D'accord? Alors, le rapport entre le rayon extérieur et le rayon intérieur égale aussi au rapport entre le diamètre extérieur et le diamètre intérieur. Alors, nous, comme on n'a pas donc les rayons, mais on a les diamètres, on peut calculer encore ce rapport. Alors, DE sur DI nous donne une valeur de 1,8. Alors, 1,8 est compris entre 2 et 1. On y est. Alors, pour déterminer avec précision la valeur de NU, qui est le nombre de Nusselt, on doit faire une interpolation linéaire entre 2 et 1. On y est. Et de là, on peut poser la formule. On prend la valeur inférieure, qui est de 4,86, plus la valeur dont on souhaite déterminer, donc c'est 1,8, moins la borne inférieure, divisé par la borne supérieure moins la borne inférieure, facteur de la valeur de nu correspondant à la borne supérieure moins la valeur de nu correspondant à la borne inférieure. Alors, après calcul fait, donc on trouve une valeur de 5,564, qui est le nombre de Nusselt. Alors, connaissant le nombre de Nusselt, on peut maintenant automatiquement déterminer la valeur de H. On sait que NU est égal à H fois le diamètre hydraulique. Encore une fois, c'est toujours le diamètre hydraulique qu'on utilise pour évaluer le nombre de Reynolds ainsi que le nombre de Nusselt. C'est toujours le diamètre hydraulique qu'on utilise parce que nous avons une circulation à l'extérieur d'un tube. D'accord? Ce n'est pas à l'intérieur, c'est à l'extérieur. Donc, si c'est à l'extérieur, là où vous avez donc la longueur de référence sera égale au diamètre hydraulique. Donc, pour nous, DH, nous l'avons déjà évalué dans la diapositive précédente. On a trouvé une valeur de 20 mm. D'accord? Donc, nous avons ici NU est égal à H fois le diamètre hydraulique divisé par lambda. Donc, on connaît la valeur de lambda pour le fluide chaud. Vous avez sa valeur ici. À partir de là, on peut tirer HC. D'accord? Donc, HC est égal au nombre de Nusselt côté chaud, qui est égal à 5,564, multiplié par la conductivité thermique du fluide chaud, divisé par le diamètre hydraulique, qui est égal à 20 mm. En mètres, vous aurez 0,0
20. D'accord? Après calcul, on trouve une valeur de 38,4 watts par mètre carré Kelvin. Alors, à partir de là, nous avons pu déterminer HF et HC. On y est. Alors maintenant, on peut faire l'application numérique pour obtenir le coefficient global d'échange. Et là, on trouve une valeur de 37,83 watts par mètre carré Kelvin, qui est le coefficient global d'échange. Alors, la troisième question nous demande de calculer la longueur du tube nécessaire pour refroidir l'huile. Alors, la première chose à faire, on doit tout d'abord déterminer la surface d'échange. Alors, pour déterminer cette longueur, on peut utiliser la méthode de Newt ou bien on peut utiliser aussi la méthode de delta TLM. Alors, comme aucune précision n'a été faite, moi, je vais utiliser la méthode de Newt parce que ça me semble très facile, quoi. Ouais. Alors, pour déterminer la surface d'échange par la méthode de Newt, on doit tout d'abord déterminer l'efficacité de l'échangeur. Alors, avant d'évaluer l'efficacité, on doit tout d'abord regarder quel est le fluide qui commande le transfert. D'après les calculs précédents, on a pu donc constater que la valeur de QTF est supérieure par rapport à la valeur de QTC. Alors, comme QTC est inférieur par rapport à QTF, alors c'est le fluide chaud qui commande le transfert parce que c'est le fluide chaud qui a le plus petit débit thermique. D'accord? Alors, le débit thermique minimal est égal à QTC et qui est égal à 319,65 watts par Kelvin, d'après la question numéro 1. Alors, à partir de là, comme c'est le fluide chaud qui commande le transfert, alors l'efficacité sera calculée côté chaud. Donc, on aura ici que l'efficacité de l'échangeur sera égale à l'efficacité côté chaud, sera égale à la température d'entrée du fluide chaud, moins la température de sortie du fluide chaud, divisé par la température d'entrée du fluide chaud, moins la température d'entrée du fluide froid. Et de là, on connaît toute cette température. On peut maintenant effectuer l'application numérique. Et là, on trouve une valeur de 0,571. Alors, connaissant l'efficacité, on peut maintenant calculer le nombre d'unités de transfert. D'accord? Le nombre d'unités de transfert dans le cas d'un échangeur à contre-courant, parce que n'oubliez pas que notre échangeur est un échangeur à contre-courant. D'accord? Pour un échangeur à courant parallèle mode contre-courant, le nombre d'unités de transfert est donné par cette relation. Avec R ici représente le facteur de déséquilibre. Alors R est égal à Qt min sur Qt max. Qt min pour nous est égal à Qtc. Alors automatiquement Qt max est égal à Qtf. D'accord? Parce que c'est le fluide ayant le plus grand débit thermique unitaire. Alors, on peut calculer la valeur de R qui est le facteur de déséquilibre et après calcul, on trouve une valeur de 0,306. Alors, on sait aussi que le nombre d'unités de transfert est lié par rapport à la surface d'échange par la relation suivante. On sait que le nombre d'unités de transfert est égal au coefficient global d'échange multiplié par la surface totale d'échange divisé par Qt min, avec Qt min est égal à Qtc. Vous voyez? Voilà. À partir de là, on peut tirer la surface totale d'échange. Donc, vous avez l'expression vous permettant de déterminer la surface totale d'échange. Alors, l'inconnu qui est ici est le nombre d'unités de transfert, NUT. Alors, maintenant, on connaît R, hein, on connaît aussi E. On peut calculer numériquement NUT, qui est le nombre d'unités de transfert. Et de là, on peut déduire numériquement la surface d'échange demandée. Alors, connaissant la surface d'échange, on peut maintenant déduire la longueur du tube. Alors, nous avons une paroi cylindrique. Alors, la surface d'échange est la surface latérale du tube. Hein. Donc, S total est égal à pi fois D extérieur multiplié par la longueur. L étant la longueur du tube. Et de là, vous pouvez tirer la longueur du tube. Et après calcul, on trouve une valeur de 56,37 mètres, qui est la longueur du tube de notre échangeur qui fonctionne en mode contre-courant. Alors, la question numéro 4 nous demande quelle serait cette longueur qu'on vient de déterminer précédemment si cet échangeur-là fonctionnait en mode co-courant. D'accord? Alors, comme nous avons les mêmes débits, les mêmes températures,
alors l'efficacité sera conservée ainsi que le facteur de déséquilibre. R et E seront conservés. Alors, pour un échangeur cocourant, le nombre d'unités de transfert est donné par cette relation. Et dès là, on connaît R, on connaît E. Et voilà sa valeur. R, nous l'avons calculé précédemment. Et on peut faire l'application numérique et on trouve une valeur de 1,048. Connaissant la valeur des newtons, on peut maintenant évaluer la surface totale d'échange. Et numériquement, on trouve une valeur de 8,86 mètres carrés. Et à partir de cette surface, on peut déduire la longueur du tube dans le cas d'une configuration cocourant. On y est. Et là, le calcul nous donne une valeur de 62,67 mètres. Alors, voilà où s'achève la résolution de cette application qui portait sur le dimensionnement d'un échangeur bitube. On se donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle application. Je vous remercie.